Sous la grande lune brillante, la vie de Alva a changé. Il n'en croyait pas ses yeux lorsqu'un bel esprit se matérialisa devant lui, le suppliant de rassembler le pouvoir des esprits et de devenir un grand utilisateur d'esprits pour ouvrir la porte du ciel. L'esprit a juré de le soutenir et d'être son épée, l'appelant son maître. 2 semaines avant cette rencontre, les esclaves paniquent et courent pour leur sécurité. Ils implorent pour leur vie, ne voulant pas mourir d'une mort insignifiante. L'un d'eux abandonne complètement puisque des esclaves comme eux ne sont pas à la hauteur d'un boss de donjon de haut rang. Ils ne peuvent pas gagner contre Cerberus. Le monstre chien à plusieurs têtes attaque les esclaves et crache du feu sur eux, les rendant désespérés et certains qu'ils vont mourir. À ce moment-là, un autre esclave apparaît et attaque l'une des têtes de Cerbère, la blessant. Les esclaves sont stupéfaits alors que celui appelé le dieu de la peste se tient sans peur devant la bête. Encouru sa colère, le Behemoth tente de l'attaquer à nouveau, mais à la surprise générale, il lève son épée et tranche Cerbère d'un seul mouvement rapide. Pendant ce temps, dans une grande ville quelque part, les gens sont plus que choqués lorsque les explorateurs d'esclaves reviennent vivants d'un donjon de rang dirigé par Alva, qui a également survécu en explorant un autre donjon auparavant. Ils ont du mal à y croire, car il a encore du poids sur lui. Quelque part ailleurs, le seigneur de la ville apprend qu'Alva a de nouveau survécu à l'exploration du donjon et que même s'il est désavantagé, il revient vivant. Alors qu'Alva se promène dans la ville, les gens commencent à lui jeter des tomates et à le huer pendant qu'il marche dans les rues. Un marchand buvant dans un pub en est témoin, se demandant pourquoi les gens sont ingrats envers l'homme qui a vidé le donjon de rang. Un vieil homme intervient et dit qu'Alva est le fils d'un criminel et d'une pute, alors les gens le scandalisent. Il ajoute que le père d'Alva était un noble de la ville, mais qu'un jour il devient un voyou et attaque ses propres terres. Son armée privée détruit tout, détruisant la ville du jour au lendemain et tuant tout le monde en vue. Ils essaient de l'attraper, mais il est déjà parti et leur haine ne s'estompe pas, car quelqu'un doit en assumer la responsabilité. Pour cette raison, le jeune Alva s'attire la colère des nobles et est blâmé pour les péchés de ses parents. Le vieil homme convient que les citadins sont des gens horribles, mais grâce à Alva, la ville prospère grâce à la fortune qu'il gagne, grâce à l'exploration des donjons. Pourtant, les gens veulent toujours que le jeune homme meure entre les mains de monstres à cause des péchés de ses parents. Il ajoute que la ville et ses habitants sont tous pourris jusqu'à la moelle, et que cela fait 6 ans qu'Alva et une fille sont devenus esclaves. Les autres esclaves lui lancent des regards durs, lui reprochant d'avoir été jeté dans des cachots dangereux. Tranquillement, Alva promet qu'il ne continuera plus à les entraîner puisqu'il mourra de toute façon. Avec le recul, on joue avec lui depuis qu'il est enfant. Il se souvient avoir combattu 2 gobelins faibles lorsqu'il avait 9 ans. Il gagne, mais il est couvert de blessures et son état fait la joie des gens aux portes du donjon. Il veille à ce qu'il ne meure pas et qu'il souffre beaucoup et qu'il souffre énormément. Ils le tourmentent à la place de son père et le font combattre dans des endroits où il mourrait sûrement, mais il continue de survivre. Il s'accroche à la vie et survit. Finalement, après avoir mené de nombreuses batailles, il devient quelqu'un qu'ils ne peuvent pas tuer facilement, ce qui frustre les habitants de la ville. Dans sa cellule de prison, Alva demande sa nourriture au gardien, qui prétend qu'il n'en obtiendra pas, le faisant passer 5 jours sans manger. Alva meurt de faim, mais ne peut rien faire puisqu'il ne peut pas s'enfuir avec le collier magique autour du cou. Tôt ou tard, leurs plans le tueront et il ne vivra pas longtemps. Plus tard, il se retrouve à nouveau dans un donjon, combattant une autre bête de toutes ses forces. Les autres esclaves tremblent de peur, tandis qu'il détourne les attaques du monstre, protégeant ainsi les autres. Il affronte un minotaure noir, une espèce dotée d'un pouvoir immense connu pour sa force brute. Pour vaincre son adversaire, il utilise sa vitesse et donne un coup de pied au minotaure, le rendant immobile. Les esclaves sont stupéfaits car il tient seul sa position dans un donjon de rang qui nécessite normalement 20 aventuriers d'élite pour le terminer. Cependant, Alva commence à mourir de faim et n'a presque plus de force. Son armée n'a pas été remplacée depuis des années, c'est une épave, et la lame peut à peine couper, il ne peut donc pas baisser sa garde. Il se pousse à continuer le combat et décide d'attaquer à nouveau. Cependant, il s'arrête au milieu du combat après avoir remarqué un lézard jaune rare sur le sol du donjon. Il se dit de se concentrer et que le lézard n'a pas d'importance, mais il essaie finalement de protéger le simple reptile du Minotaure. Alva se réprimande pour avoir agi de manière si imprudente et avoir protégé un lézard sans valeur. Profitant de la situation à son avantage, il attaque la jambe du Minotaure, le blessant grièvement. Avec ses forces restantes, il tranche son épée vers la bête, l'anéantissant complètement. Les esclaves sont tous abasourdis, incapables de croire qu'Alva ait vaincu le Minotaure tout en protégeant un lézard sans valeur. De retour au pub, le jeune marchand trouve étrange que le père d'Alva puisse si facilement attaquer toute la ville et échapper aux forces du seigneur.
Le vieil homme lui raconte une rumeur selon laquelle le père d'Alva acquiert du jour au lendemain un pouvoir spécial et devient un utilisateur d'esprits légendaires. Pendant ce temps, Alva se fait un allié improbable avec le lézard sans savoir que sa vie vient de complètement changer. Alva parle à son nouvel ami lézard dans l'obscurité de sa cellule tout en rappelant au petit qu'il a risqué sa vie pour la sauver. Alva se sent comme un idiot, se souvenant qu'il s'est blessé intentionnellement juste pour protéger la créature. Il se demande s'il devrait simplement manger le lézard, ce qui fait peur au petit. Le lézard panique, faisant sourire Alva. Il dit au lézard qu'il plaisantait et qu'il ne serait pas pratique de la manger alors qu'il avait eu tant de mal à la sauver. Il demande au lézard de se mettre sous la couverture à côté de lui pour qu'elle n'ait pas froid. Alva essaie de dormir, mais son bras gauche cassé lui fait tellement mal qu'il ne peut l'ignorer. Il craint que son prochain combat ne soit difficile à cause de cela. Le lézard observe son bras cassé. Soudain, une lumière recouvre le bras grâce à l'ordre du lézard. Alva se rend alors compte que la douleur a disparu et que le lézard a dû utiliser une sorte de magie de guérison. Il pense au fait qu'il n'a jamais entendu parler d'un monstre s'attachant suffisamment à un humain pour le guérir. Il demande au lézard dans sa main ce qu'elle est. Le lendemain, Alva est envoyé dans un donjon pour combattre un golem. Il est capable d'échapper au pouvoir destructeur de la réplique de l'attaque du golem. Malgré le golem devant lui, Alva ne pense qu'à la façon dont le lézard a guéri son bras. Bien que sa tête soit remplie de questions sur le lézard, pour rester concentré sur son adversaire, il est toujours capable de briser le corps du golem avec son épée. Les gardes entrent alors, frustrés de n'avoir pas réussi à tuer à nouveau Alva. Un esclave s'approche d'Alva par derrière et il cache un poignard derrière lui. Il frappe Alva, seulement pour que l'homme lui frappe le visage avant de pouvoir lui porter le coup mortel. Alva dit à l'esclave qu'il sait que le Seigneur a dû lui offrir la liberté en échange de sa mort, mais qu'il a été trahi tellement de fois qu'il n'a pas été surpris par lui. Alva accepte qu'il n'y ait personne autour de lui qui soit de son côté. Il se dit qu'il ne doit jamais demander de l'aide à personne, ni lui faire confiance. Pendant ce temps, au manoir du Seigneur, un serviteur dit au Seigneur qu'Alva a survécu à leur dernier effort pour le tuer. Le Seigneur devient frustré et exige qu'il réfléchisse à un moyen de le tuer rapidement. Plus tard dans la nuit, le lézard retourne dans la cellule d'Alva. L'homme continue de se demander pourquoi il a même sauvé la créature. Il se rend compte que cela doit être dû au fait qu'elle n'est pas humaine et, en retour, ne le trahira pas. Il réfléchit au fait que le seul humain qu'il souhaite rencontrer est son père, afin de lui demander pourquoi il a attaqué la ville et pourquoi il doit traverser tant de misère à cause de lui. Le lézard touche son bras et le guérit à nouveau par magie. Il remercie le lézard et lui tapote la tête. Il se sent rassuré de savoir que cela ne le trahira jamais. Il nomme la créature Kuo en fonction du son qu'elle émet à chaque fois qu'elle crie. Il partage le pain qu'il a reçu pour le partager avec son ami lézard. Le lézard fait des bruits pour indiquer qu'il est heureux, ce qui, à son tour, fait sourire Alva. Il trouve du réconfort en sachant qu'une fois ses combats dans les donjons terminés, il passera le reste de ses jours avec Kuo. Avec le lézard autour de lui, il se sent à l'aise. Il dort avec le lézard à côté de lui. Il se demande si c'est le sentiment d'avoir un ami. Un jour, Alva reçoit la visite du Seigneur alors qu'il s'apprête à entrer dans l'entrée du donjon. Le Seigneur dit à Alva qu'il lui a rendu visite avant d'entrer parce qu'il est excité de le voir entrer dans les derniers instants de sa vie. Un mage utilise ensuite son bâton pour choquer Alva avec de l'électricité à travers le collier de l'esclave. Un garde lui perce alors la jambe, le blessant. Le Seigneur rit en voyant Alva souffrir à cause de l'électricité et du poison de la lance. Le Seigneur murmure à Alva avec mépris que c'est le jour où il le tuera. Alva entre dans le donjon et est toujours capable de tuer des monstres malgré sa jambe blessée. Pendant ce temps, les gardes écoutent une boule de cristal, d'où une voix en sort comme une radio pour dire aux habitants qu'ils pourront assister en direct au combat contre le boss du donjon. Ils assurent au peuple que le patron du roi ogre et sa horde d'ogres suffiront à tuer Alva une fois pour toutes. Alors qu'Alva fait face au roi ogre, les habitants de la ville l'insultent et espèrent sa mort. Le roi ogre commence son coup de massue, mais Alva le bloque avec son épée. Pendant qu'Alva repousse le roi ogre, deux ogres le chargent. Il échappe à toutes leurs attaques puis les coupe en morceaux. Il se recentre ensuite sur la charge contre le roi ogre. Son collier le choque soudainement avec de l'électricité, ce qui donne au roi ogre l'occasion de l'attaquer. Pendant ce temps, d'autres ogres l'entourent. Il en abat beaucoup et bloque leurs attaques. Cependant, il continue à être électrocuté par l'électricité dans son collier. Malgré cela, il est encore assez fort pour désarmer un ogre et le tuer. Plus les ogres l'entourent, et plus il les abat. Alva est alors choqué de voir son ami lézard retenu par un garde qui pointe un poignard sur lui. Le garde lève son poignard alors qu'il s'apprête à tuer la créature.
Alva oublie l'adversaire ogre devant lui et lance son épée sur le garde. Il est frappé par la massue de l'ogre, mais il réussit également à laisser le lézard s'échapper de l'emprise du garde. La voix radio de la boule de cristal commente à quel point il était inattendu pour Alva de jeter son épée de côté pour un simple lézard. Alva peut sentir tous les dégâts sur son corps qui s'accumulent. Alors que d'autres ogres l'entourent, il accepte qu'il est sur le point de mourir. Alors que ses yeux se ferment, il est satisfait d'avoir au moins sauvé Ku. Il entend soudain une voix lui demandant si c'est vraiment ce qu'il veut. Il ouvre les yeux et voit que Ku est sur sa poitrine. Le lézard regarde les ogres et les intimide pour qu'ils ne s'approchent pas d'Alva. Alva se demande si la voix lui demandant s'il veut vraiment mourir vient de Ku. Il dit à Ku qu'en tant qu'esclave, survivre maintenant est inutile puisqu'ils le tueront plus tard. Il admet qu'il a abandonné. Ku lui dit qu'il abandonne la vie si facilement. Alva se sent insulté que le lézard pense qu'il abandonne facilement la vie et lui crie qu'il n'a aucune idée de ce qu'il dit. Il continue de dire que les esclaves meurent quoi qu'il arrive, même s'il n'y a aucune raison. Il se souvient du nombre d'esclaves qu'il a déjà vu mourir. Il dit qu'il ne peut rien faire, il mourra quoi qu'il arrive. Il continue en pensant au fait qu'on ne peut pas faire confiance à toutes les personnes qu'il connaît dans sa vie et à la façon dont il a été trahi tellement de fois que tout le monde est son ennemi. Il pleure que personne ne s'en souciera lorsqu'il sera triste ou qu'il mourra. Ku lui dit qu'elle s'en soucie et qu'elle est son allié et qu'elle sera toujours à ses côtés, peu importe s'il est seul ou s'il n'y a aucun espoir. Elle lui demande de lui faire confiance. Elle lui demande quel est le souhait que son cœur désire. Alva pense que son souhait n'a pas d'importance puisqu'il n'a pas d'échappatoire et qu'il mourra de toute façon. Il se souvient de l'époque où il était encore enfant, seul et effrayé dans sa cellule, et souhaitant que quelqu'un l'écoute. En larmes, Alva demande à Ku de l'aider. Comme un enfant accroupi, il appelle quelqu'un à l'aide. Ku le remercie pour sa réponse. Soudain, le lézard brille d'une lumière dorée. Un collier apparaît autour du cou d'Alva. Ku lui dit que leur meute vient d'être scellée. Le lézard se transforme en une femme humaine blonde avec des cornes sur la tête et des ailes de dragon sur le dos. Ku dit à Alva qu'elle lui offre le chemin vers les cieux. Alva regarde la déesse d'une femme, incapable de croire qu'elle est Ku. Ku le laisse tendre la main et ils se donnent la main. Hors de leur lien, une explosion de lumière détruit le donjon et fait irruption dans le ciel. Le collier d'esclave autour du cou d'Alva se brise en morceaux. Au-dessus de lui se trouve la vue du ciel nocturne rempli d'étoiles. Ku lui dit qu'elle est un esprit et qu'il doit rassembler d'autres esprits pour devenir un grand utilisateur d'esprit. Elle promet de devenir son épée dans le corps et dans l'âme. Pour Alva, elle ressemble à la lumière brillante de la lune. Ku guérit les blessures d'Alva avec la magie. Alva est toujours confus à propos de tout et demande si la femme humaine devant lui est vraiment Ku. Il demande également ce qu'est un esprit, comment un lézard comme elle peut se transformer en humain et ce qu'elle veut dire lorsqu'elle dit qu'il lui ouvrira les cieux. Elle répond qu'elle expliquera plus tard puisqu'ils doivent bouger avant que les humains inconscients ne se réveillent. Ku se transforme en dragon doré géant et demande à Alva de grimper sur elle. Alva est trop choquée de la voir se transformer en dragon pour écouter. Elle ne comprend pas pourquoi elle est si choquée alors qu'il la connaissait depuis le début comme un dragon. Elle soulève l'homme avec sa bouche et le met sur son dos. Elle utilise ensuite ses ailes pour léviter et voler vers le ciel nocturne. Alva s'accroche alors que le vent fort le passe. Il est heureux d'apprendre que son collier d'esclave s'est cassé et que le ciel est si vaste. Le lendemain, Alva et Ku se dirigent vers une ville pour rejoindre une guilde d'aventuriers. Là, la réceptionniste lui apporte des papiers pour qu'il puisse postuler comme aventurier inscrit. Il refuse car il n'a pas d'argent pour s'inscrire, alors la réceptionniste lui fait une demande franche pour cueillir des herbes. Les spectateurs trouvent étrange qu'Alva ressemble à une esclave en fuite et pourtant se trouve avec une belle femme qui ressemble à une noble raffinée. Alva est méfiant car un homme sort dès qu'il les voit. Cet homme rapporte à son patron qu'il a trouvé une femme venue pour devenir une aventurière qui serait parfaite pour la vendre en esclavage. Le patron audacieux, grand et d'âge moyen, sourit à l'idée de capturer Ku. Il encourage son armée de bandits à la capturer. Plus tard, les bandits entourent Ku et Alva alors qu'ils sont dans la forêt. Ku dit à Alva qu'ils sont des bandits et qu'ils peuvent leur faire du mal autant que possible car ce sont des criminels. Elle lui fait voir que le patron a des bagues avec d'énormes pierres précieuses aux mains et un collier doré scintillant au cou. Son argent brille d'avidité à la perspective de le voler. Le chef des bandits prépare son épée alors qu'il ordonne à son armée de capturer la jeune fille et de tuer l'esclave. Ku se transforme en sa forme de dragon doré géant. La voir sous cette forme fait peur aux bandits.
Le patron la reconnaît comme un esprit et en déduit qu'Alva est une utilisatrice d'esprit. Q balance sa queue, faisant voler les bandits. Le patron se demande ce qu'un esprit et un utilisateur spirituel font ici, cueillant des herbes comme des débutants. Le patron exhorte ses hommes à se concentrer sur l'utilisateur spirituel, puisqu'il n'est qu'un humain qu'ils peuvent gérer. Alva donne un coup de pied, le chargeant, les envoyant voler. Alva pense qu'ils essaient de voler ses herbes, alors il leur demande d'arrêter. Pendant ce temps, Q ouvre la bouche alors qu'elle charge une légère crise de souffle. Elle le libère, diffusant une lumière dotée d'un formidable pouvoir destructeur qui transforme la forêt en un terrain vague. Q est si heureux après avoir récupéré tous les trésors des bandits. Elle demande aux bandits ligotés où se trouve leur cachette afin qu'elles puissent prendre davantage de leurs trésors. Elle demande à son maître, Alva, s'ils peuvent prendre d'assaut leur cachette. L'homme refuse car ses mains sont pleines d'herbe en ce moment, ce qui fait que Q, agacé, lui dit de simplement les jeter. Alva s'approche du patron et lui demande ce qu'est un utilisateur spirituel. Les légendes disent que les esprits sont des incarnations de la nature possédant un immense pouvoir. Beaucoup croient qu'ils sont à la fois la vie qui a créé le monde et celle qui finira par le détruire. Le chef des bandits continue d'expliquer que les esprits possédant des arts spirituels sont ce qui en fait la forme de vie la plus puissante que toute magie ordinaire puisse gérer. Il explique également que former un contrat avec l'un d'entre eux signifie que l'humain aura un collier comme Alva en a actuellement. Le chef des bandits demande alors pourquoi un utilisateur d'esprit comme Alva lui pose des questions sur les esprits en premier lieu. Alva lui dit que son esprit, Q, continue d'esquiver la question à chaque fois qu'il la pose. Il s'approche du visage du bandit, soupçonneux d'en savoir beaucoup trop. Alva raconte que le bandit a dévoilé ses connaissances sur les esprits pendant la bataille. Il demande comment le bandit en sait autant, ce qui le fait transpirer à flot. Le bandit sourit et lui dit qu'il n'a pas à répondre et qu'il regrettera de les avoir poursuivis. Plus tard dans la nuit, Alva et Q se dirigent vers une auberge. Là, Alva est choquée par la qualité de son repas et a déjà mangé d'innombrables assiettes et d'autres sont à venir. Les autres mangeant des repas similaires à leur table ne comprennent pas pourquoi il est si excité à l'idée d'un dîner ordinaire. Même le cuisinier pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Alva et Q doit lui expliquer que ce gars a eu une éducation unique. Alva ne se soucie pas de ce que les autres disent et se concentre sur le bonheur total dans lequel il se trouve en mangeant son repas. Alors qu'il continue de manger, il partage sa conviction que ce doivent être le type de repas que mangent les nobles, bien que Kuo n'arrête pas de lui dire qu'ils n'ont rien de spécial. Kuo lui rappelle que c'est le pouvoir que l'argent est capable de lui donner. Alors qu'Alva continue de manger, il pleure et remercie l'argent pour la bénédiction. Le cuisinier agacé dit aux gars qu'ils n'ont plus de nourriture et lui demande de prendre un bain maintenant. L'évocation du bain choque Alva car il croit que ce mot n'apparaît que dans les légendes, tout comme les esprits en raison de son éducation d'esclave. Il se dirige vers les bains publics où il se trempe dans l'eau chaude. Le sentiment est à la fois étranger et bon. Q s'approche de lui, ne portant qu'une serviette sur son corps, et lui propose de lui laver le dos. Alva ne comprend pas pourquoi elle demande, mais lui permet d'aller de l'avant. Q montre qu'elle a emprunté de la laine d'acier pour masser son corps, parfait pour son corps surhumain et dur. Le frotter partout sur son dos fait mal à Alva et le fait crier. Ils se rejoignent au bord de la piscine chaude où ils se détendent. Q peut voir que grâce à tant de saleté sortie du gommage, Alva est maintenant d'une propreté éclatante. Il prend un peu d'eau et la met dans sa paume, toujours incapable de croire qu'il est en train de se baigner. Il se demande s'il est réellement mort et s'il est au paradis. Il regarde son reflet dans l'eau et réfléchit profondément à la façon dont sa journée entière diffère de toutes les journées qu'il a eues auparavant. Il partage qu'il ne pense pas pouvoir un jour retourner à son ancienne vie d'esclave. Q lui sourit et dit que c'est bien de le penser, car elle ne la laissera plus jamais revenir à cette vie. Elle attribue sa nouvelle vie au pouvoir du trésor et de l'argent. Alva approuve et convient que le trésor est incroyable. Q se rapproche d'Alva et lui demande s'il ressent quelque chose maintenant qu'une femme est à ses côtés. Il répond qu'il ne comprend pas le désir, ce qui agace Q. Alva continue de s'exclamer à quel point passer une journée à se sentir en sécurité est si rafraîchissant. Entendre cela venant de lui rend Q triste. Elle répond qu'il a raison. Plus tard, ils se dirigent vers leur chambre, où Alva est excitée de voir un lit pour la première fois.
Il ne comprend pas pourquoi il doit s'allonger dessus alors qu'il peut s'allonger n'importe où et continuer à dormir. Au moment où il s'allonge sur le lit, il a l'impression d'être sur un nuage et enveloppé de douceur. Il est surpris alors que Ku s'allonge à côté de lui et utilise son bras comme oreiller. Il la regarde avec confusion, ce qui amène la jeune fille à lui demander quel est le problème. Il demande pourquoi elle n'est pas allongée sur son lit à côté du sien. Elle dit qu'elle a l'habitude de dormir à côté de lui parce que c'est comme ça qu'ils étaient quand elle était encore un lézard. Alva lui demande d'aller se coucher car il n'est pas à l'aise de dormir si près des gens car il se méfie d'eux. Q se lève du lit car elle sent une présence dangereuse à l'extérieur. Elle regarde par la fenêtre et voit 2 soldats apparemment à leur recherche. Il voit que les soldats portent l'emblème du seigneur qui a asservi Alva. Alva pense qu'ils doivent être des éclaireurs et qu'une armée l'attend au coin de la rue. Alva ne veut pas se présenter et déclare vouloir régler les choses une fois pour toutes. Q dit qu'elle l'accompagnera. Elle demande si elle peut tout lui expliquer sur les esprits une fois qu'il aura réglé les choses avec son passé. Il promet de mettre fin à sa vie d'esclave et d'aller de l'avant. Q sourit et cela lui donne envie de lui parler du pouvoir des esprits et de la façon d'utiliser les arts spirituels. Une armée de soldats marche dans un champ ouvert, tenant le drapeau du seigneur qui chasse Alva. Alva attend alors qu'ils approchent avec Kuo à ses côtés. Le seigneur crie à l'armée de ne jamais laisser Alva s'échapper, déclarant que leur fierté est en jeu. Il les exalte en criant que c'est une bataille à 2000 contre 1. Les soldats semblent confus en se regardant. En voyant Alva maintenant, le seigneur est convaincu qu'il ne peut pas s'échapper. Il ordonne à ses forces de se préparer à charger, leur rappelant que l'ennemi est le fils d'un criminel qui a fui leur ville. Il déclare qu'ils doivent le poursuivre jusqu'au bout du monde, jusqu'à sa mort. Q plaisantait en disant qu'Alva est très populaire. Elle est perplexe qu'ils soient si désireux de le tuer alors qu'ils n'ont rien à gagner. Alva pense qu'ils auraient pu s'enfuir mais a choisi de ne pas le faire parce qu'il voulait régler les choses une fois pour toutes. Il regarde le seigneur, voyant là une occasion de dire au revoir à sa vie passée. Q pense que l'armée n'est pas à la hauteur malgré son nombre. Elle regrette de ne pas avoir lancé une attaque plus éclatante plus tôt, ce qui aurait pu dissuader le seigneur d'envoyer son armée. Elle conseille à son maître de prendre du recul pendant qu'elle fait face à la menace. Alva regarde les 2000 hommes et dit qu'il n'a pas peur, mais qu'il est déçu que le seigneur n'en ait pas envoyé davantage. Sur ordre du seigneur, l'armée charge vers l'ancien esclave. Alva court également vers eux, sa main rayonnante de magie. Quelques jours plus tôt, Q avait commencé à expliquer comment fonctionnaient les arts spirituels. Elle a déclaré que les esprits sont les plus forts parce qu'ils exercent les arts spirituels. Alva a rappelé comment Q avait utilisé une lumière explosive et à quel point elle était puissante. Q a expliqué que les esprits utilisent un pouvoir spécial appelé énergie spirituelle pour pratiquer les arts spirituels. Un utilisateur d'esprit humain peut également utiliser les arts spirituels au combat en recevant l'énergie spirituelle de son esprit sous contrat. Alors qu'Alva recevait une lumière brillante de la main de Q, elle expliqua les 3 rôles d'un utilisateur spirituel au combat. L'utilisateur renforce l'esprit avec du mana, l'utilisateur contrôle le mana et l'énergie spirituelle, et le partisan facilite le combat avec les arts spirituels. Elle a expliqué que si les esprits génèrent de l'énergie spirituelle, les humains génèrent du mana. Elle lui a ensuite dit d'oublier les 2 premières règles et de se concentrer sur la 3e lorsqu'ils affronteront l'armée, car les arts spirituels seraient suffisants pour le moment. Elle voulait qu'il utilise les arts spirituels pour écraser ses ennemis. Elle l'informa qu'une seule explosion lumineuse pourrait anéantir 1 millier de soldats et que la vitesse à laquelle elle pourrait créer une 2e explosion serait le facteur décisif dans la bataille. Son inquiétude était que si son sort était retardé, l'armée encerclerait Alva. Elle lui a demandé de s'y préparer. À l'heure actuelle, Alva et l'armée courent toujours l'une vers l'autre. De sa main lumineuse, Alva donne un coup de poing si puissant qu'il enveloppe toute l'armée dans un éclat de lumière. Q est choqué, mais Alva lui-même est encore plus stupéfait. Pendant ce temps, le seigneur est le plus choqué de tous, ayant des sueurs froides lorsqu'il voit que ses 2000 hommes ont été anéantis. Q est sans voix. Elle réalise désormais qu'elle a sous-estimé son maître et que son mana dépasse de loin ses attentes. Alva tourne maintenant son attention vers le seigneur qui est terrifié par le monstre qui approche et le supplie de rester à l'écart. Alva lui dit qu'il est déçu, affirmant que le seigneur aurait dû savoir, grâce à leur passé commun, qu'il aurait fallu 5 fois plus d'hommes pour le tuer. Alva s'éloigne alors, laissant le seigneur frissonner sur le sol et lui dit que c'est la dernière fois qu'ils se verront. Soudain, Alva et Kuo entendent quelqu'un applaudir. Ils se retournent vers le seigneur et voient une femme vêtue de noir, utilisant un parapluie décoratif noir,
qui les applaudit. Elle se présente comme She-Ra et dit qu'elle est une administratrice de l'ordre qui est venue emmener Alva pour être une utilisatrice des arts interdits. Q se tend à sa seule présence et commence à frissonner. Il sait que celle qui la recherche est She-Ra de l'organisation du Feu de Joie. She-Ra sourit, heureuse d'être reconnue. Alva est tendue mais frustrée. Il ne comprend pas ce qui se passe ni le sens des mots qu'ils utilisent. Tout ce qu'il peut dire, c'est que Q a peur de She-Ra. Q demande pourquoi She-Ra vient la chercher maintenant alors que la punition pour avoir utilisé des arts interdits devrait être dans plus d'1 mois. Cher explique que le calendrier de Q a été augmenté parce que son contrat avec l'homme a restauré son pouvoir. Alva ne comprend pas leur conversation, mais il en déduit que la punition est liée à la façon dont Q est passé de lézard à humain. Q demande 10 minutes pour expliquer la situation à son maître. Alva se souvient de sa promesse de tout lui expliquer sur les esprits. She-Ra déclare qu'elle ne peut pas accéder à la demande d'un contrevenant et que Q doit être transporté immédiatement. Q proteste que c'est injuste, incitant le centaure à côté de She-Ra à la frapper. Alva la rattrape alors qu'elle tombe. Le centaure réprimande Q, lui disant qu'elle n'a pas le droit de choisir son destin. Une Alva furieuse se place devant Q pour la protéger. Il demande à savoir qui sont les intrus, partageant sa frustration de ne pas pouvoir suivre leur conversation, mais jurant de ne pas leur pardonner d'avoir blessé Q. Il se rapproche du centaure et le met au défi de déclencher un combat. Le centaure avertit Alva de connaître sa place, menaçant de lui casser le cou à tout moment. She-Ra intervient, disant au centaure que c'est lui qui devrait connaître sa place. Avec un regard perçant, elle lui rappelle qu'elle ne lui a jamais donné la permission d'agir de son propre chef. Le centaure se retire immédiatement d'Alva et revient aux côtés de She-Ra. Poliment, She-Ra donne le choix à Q. Venez seul avec eux ou laissez Alva vous accompagner. Q répond qu'elle ne peut pas entraîner son maître dans ses ennuis et qu'elle doit y aller seule. Alors qu'elle s'éloigne, Alva lui attrape le bras. Q le regarde avec un sourire et le remercie pour leur peu de temps ensemble. She-Ra claque des doigts et elle, Q et le centaure disparaissent, laissant Alva seule sur le terrain. Alva crie vers le ciel, exigeant de savoir où se trouve Q. Il passe toute la journée à chercher son esprit, demandant à tous ceux qu'il rencontre dans les montagnes et les villages s'ils savent quelque chose sur Q, les esprits ou l'organisation des Feux de Joie. Personne qui l'interroge n'a la moindre idée de ce dont il parle. Il se promène dans les rues du village jusque tard dans la nuit et se retrouve à l'auberge où lui et Q avaient séjourné auparavant. Il s'assoit à l'une des tables, désespéré de son manque de progrès et de sa totale confusion quant à la marche à suivre. Une serveuse lui sert le même steak qu'il avait commandé auparavant. Il en prend une bouchée, mais cette fois, il n'y trouve aucun plaisir et ne comprend pas pourquoi. Une femme assise à une table voisine lui demande ce qu'il cherche. Alva demande qui elle est. La femme lui dit qu'il est insolent pour quelqu'un de si nouveau en tant qu'utilisateur d'esprit et lui demande s'il veut sauver son esprit sous contrat. Intrigué, il demande ce qu'elle sait. La femme se révèle avoir des cornes sur la tête et elle se présente comme Juris, un esprit qui partage les mêmes objectifs que lui. Alva demande à Juris si elle voulait dire qu'elle aimerait aussi sauver Q. La femme grince des dents au nom de Q alors qu'elle lui dit qu'il est impoli de sa part de donner un nom à sa sœur sans sa permission. Alva est choquée et demande si elle est vraiment la sœur de Q. Soudain, Juris ne peut plus le regarder dans les yeux car elle prétend qu'elle est la grande sœur de Q, malgré l'absence de lien de sang. Elle lui crie avec un visage rouge qu'elle est la grande sœur de Q parce qu'elle vient de la même ville natale qu'elle. Elle poursuit en disant qu'elle a tout de suite senti que sa sœur était en difficulté à cause de l'amour qu'elle lui portait. Alva ne dit rien, mais il trouve la fille bizarre. Juris se lève de sa chaise et lui dit que tout ce qui compte, c'est que leurs objectifs correspondent. Juris explique alors que Q doit faire face à une punition, ce qui signifie qu'elle est en danger. Elle explique que le labyrinthe spirituel, Gate of the Void, est le royaume où habitent les esprits. Il s'agit d'un donjon regorgeant d'innombrables esprits parmi les plus puissants du monde, concentrés en un seul endroit. Elle lui dit que Q aurait été jeté là. Il continue de dire que ceux qui ont pratiqué les arts interdits subissent le donjon le plus dur. Elle prévient que s'il veut sauver Q, il sera entraîné dans sa punition. Elle demande s'il est déterminé à la sauver. Juris voit ses mains trembler. Elle interprète cela comme étant trop effrayé pour répondre et lui dit au revoir. Alva le rappelle et lui dit qu'il a fait une pause uniquement parce qu'il n'est pas habitué au luxe d'avoir le choix. Il répond qu'il sauvera Q. Il déclare que même si le chemin mène à l'enfer, il le suivra toujours tant que c'est l'enfer qu'il s'est choisi. Ses yeux déterminés donnent des frissons à Juris. Elle demande encore une fois s'il va l'aider et il répond qu'il le fera. Juris crie soudainement à She-Ra de sortir. Derrière eux apparaît Juris, buvant nonchalamment une tasse de thé et leur disant de ne pas crier.
Juris insistait pour qu'il voie Ku. She-Ra lui dit que depuis qu'elle s'est associée à Alva, qui détient un contrat avec Ku, les conditions pour voir Ku ont été remplies. Elle continue de dire qu'avant de pouvoir la voir, il leur reste encore une chose à faire. Juris se demande ce qu'elle veut dire. She-Ra montre alors la nourriture et lui dit qu'il est impoli de partir sans la finir. Comme Juris lui dit qu'elle s'en fiche, Alva finit toute la nourriture sans hésitation. Au moment où Alva a fini de manger, She-Ra claque des doigts. En un clin d'œil, ils sont tous les trois transportés dans une grotte remplie de cristaux colorés sur les murs. She-Ra accueille les deux dans le labyrinthe spirituel. She-Ra vante le labyrinthe des esprits comme le lieu où les miracles, la richesse, le pouvoir et les grandes ambitions se réalisent. Elle montre à Alva et Juris le chemin vers le donjon spécial réservé uniquement aux transgresseurs appelé le chemin de l'expiation. Juris, impatient, lui crie de couper les présentations et de les laisser avancer. Elle dit ensuite à Alva qu'elle expliquera le chemin au fur et à mesure qu'ils le parcourront. Avec un sourire, She-Ra leur demande de s'entendre puis disparaît. Alva et Jurus courent sur le chemin. Jurus explique que leur objectif principal est de franchir le 10e étage du labyrinthe pour rattraper Ku. Elle lui demande alors de lui prendre la main. Alva ne sait pas pourquoi et demande si elle pense qu'il se perdrait, agaçant la fille. Il lui donne la main, puis ils brillent en courant. Juris prononce un enchantement qui fait briller le collier d'Alva. Il voit qu'il y a maintenant 2 pièces maîtresses en diamant sur son collier, au lieu d'une, la nouvelle étant colorée en rouge. Juris lui dit que cela symbolise le fait qu'il a conclu un 2e contrat. Alva demande ce que signifient les pendentifs, choquant Juris qui n'en sait rien. Alva regarde et voit qu'il rencontre 2 golems de cristal. Juris l'informe que grâce à leur contrat, il a acquis son pouvoir. Elle saute vers les monstres. Par un enchantement, elle fait apparaître dans ses mains une massue métallique munie de pointes. En descendant de son seau, elle détruit les golems en morceaux avec son arme. Elle dit à Alva qu'il doit l'utiliser car c'est le devoir d'un utilisateur spirituel. Il lui dit qu'il comprend maintenant. Plus tard, il se dirige vers le 2e étage où il rencontre le Blade Lion. Alva voit que c'est son tour d'attaquer et charge la bête. Alors que le lion termine son attaque, Juris attrape Alva par derrière et saute pour éviter le coup de la bête. Elle dit à l'homme que les utilisateurs spirituels devraient toujours rester à l'arrière. Juris charge le monstre et le vainc d'un coup de massue tout en disant à son esprit utilisateur que c'est l'esprit qui fera toujours l'attaque. Elle s'approche d'Alva et lui montre du doigt tout en lui disant qu'il doit laisser un esprit le protéger pendant le combat. Pourtant, Juris trouve étrange qu'Alva soit déjà sur le point d'esquiver la lame du lion avant de l'atteindre. Alva demande ce que les humains utilisent au combat. Cela lui rappelle ce que Ku lui a dit sur le rôle de l'utilisateur dans la bataille. Juris lui rappelle que le plus important maintenant est qu'ils lui fournissent du mana. Elle explique que si les esprits peuvent générer du pouvoir spirituel, les humains peuvent générer du mana, et qu'une fois ces 2 énergies combinées, l'esprit deviendra plus puissant. Alva comprend désormais pourquoi les esprits doivent conclure des contrats avec les humains. Juris explique que parce qu'ils ont conclu un contrat, il existe un lien spirituel invisible entre eux. Elle l'encourage à ressentir la connexion, à la contrôler, puis à canaliser son mana vers une force qu'elle peut utiliser. Soudain, un golem de cristal métallique, plus grand que les golems de cristal d'avant, apparaît, faisant pression sur Alva pour qu'elle apprenne rapidement les bases. Juris se prépare à attaquer le monstre tout en disant à Alva qu'il doit égaler ses attaques. Alva tend la main pour envoyer mana Juris. Juris charge le golem. Elle le frappe, seulement pour être surprise d'être repoussée parce que la peau du monstre est trop dure. Elle voit qu'Alva a toujours les bras tendus pour tenter de canaliser le mana vers elle. Il se sent gêné de n'avoir pas pu lui envoyer de mana et vient de rassembler du mana isolé dans ses mains. Juris frappe le golem encore et encore et n'est capable de le détruire qu'en lui infligeant un petit dégât à la fois. Après un long moment, elle a brisé le monstre en morceaux, mais il est toujours en colère contre Alva parce qu'il ne l'a d'aucune aide. Alva et Jurus combattent d'autres monstres, mais malgré leur victoire, l'esprit est frustré car elle est loin d'être à pleine puissance. Elle dit à Alva qu'elle, comme Ku, est affaiblie par l'utilisation d'un art interdit. Elle explique que puisqu'ils ont tous 2 violé les règles en utilisant des arts interdits, ils subiront des punitions en plus de leur état d'affaiblissement. Cela signifie également que la difficulté du donjon est bien plus élevée que la normale. Elle fait comprendre à Alva que pour vaincre plus de monstres, ils ont besoin de plus de puissance et elle compte sur lui pour la rendre plus forte. Alva se demande s'il en est capable mais affirme qu'il comprend. Ils atteignent une zone au 5e étage qui, explique Juris, est une zone sûre sans ennemis où ils peuvent se reposer. Elle peut sentir que Ku s'est reposé à cet endroit, ce qui lui fait croire qu'ils peuvent rattraper leur retard s'ils se poussent sans s'arrêter. Tous les soucis pour Juris
car elle est couverte de blessures et semble épuisée. Juris explique que parce que Ku a utilisé un puissant arc interdit, elle est maintenant au plus faible, et cet acte était la raison pour laquelle elle était auparavant un lézard. Juris l'avertit alors que leur plus grand défi sera au 10e étage. Elle explique qu'un événement spécial appelé rituel de purification y est organisé, au cours duquel les pêcheurs se battent les uns contre les autres selon les arrangements organisés par l'organisation du feu de joie. Cela signifie qu'ils feront face à un autre utilisateur spirituel, déclarant qu'en tant que grande sœur de Q, elle doit parvenir à la protéger le plus rapidement possible. Alva craint que Juris ne veille pas à sa propre sécurité et que son corps va bientôt céder. Il se sent coupable de ne pas pouvoir l'aider en lui donnant du mana. Plus tard, au 6e étage, il rencontre un Bonoger mort-vivant. La créature leur tire un canon à eau que Juris frappe comme si elle jouait au baseball. Pendant ce temps, Alva étend les bras, luttant pour rassembler du mana. Il regrette que malgré sa force surhumaine, il n'ait jamais eu la chance d'apprendre la magie. Alors que Juris lutte dans son combat, Alva regrette de ne pas savoir comment convertir son mana en sort pour la renforcer. Il se dit qu'il doit comprendre les choses. Il prévient Juris qu'un monstre taupe a creusé le mur derrière elle. La créature charge et Alva saute devant elle. Juris craint d'avoir été blessé. Pendant ce temps, au 10e étage d'un colisée, Ku se débat au milieu d'une bataille. Son ennemi est un utilisateur d'esprit humain avec 4 pendentifs sur son collier et à côté de lui se trouve le centaure qui était auparavant avec Shera. L'utilisateur spirituel commande un golem de cristal et un ogre à 3 yeux qui se trouvent à quelques centimètres de Ku. Bien qu'il soit haletant et couvert de blessures, les yeux de Ku sont toujours déterminés à continuer. L'utilisateur spirituel ordonne à son golem de cristal de frapper Ku. Elle utilise une version compacte de sa lumière explosive pour bloquer l'épée du golem et l'explosion qui en résulte immobilise le golem. Juste au moment où Ku est sur le point de se reposer, son adversaire canalise plus de mana dans le golem, le rechargeant en pleine santé. Il attaque à nouveau et Ku contre-attaque avec une autre lumière laser dirigée vers l'épée. Cette fois, le golem puissant domine sa lumière et son attaque la repousse. Alors qu'elle se relève, Ku perd l'espoir de gagner. Elle essaie de trouver un moyen de contrer le sort de renforcement du magicien qui renforce ses monstres. Au 10e étage du labyrinthe spirituel se déroule le procès final dans un colisée. Des duels de purification contre les pêcheurs sont organisés par l'organisation et les utilisateurs spirituels sont obligés de se battre. Les esprits ne peuvent montrer leur véritable pouvoir qu'une fois contractés avec les humains. Avec 4 gemmes spirituelles autour du cou, Ludo rassembla du mana dans sa paume et renforça son esprit lézard. Il abat son marteau et l'impact est suffisamment fort pour briser le sol. Se battre sans partenaire humain était complètement désespéré, mais c'était la situation dans laquelle se trouvait Ku, et elle perdait évidemment comme prévu. Si elle ne fait rien pour améliorer le mana de l'ennemi, elle n'a aucune chance de gagner. Il y avait 4 esprits ennemis, l'archer centaure restant bien hors de sa portée. Ludo comptait silencieusement, disant qu'il n'en restait plus qu'un, elle est confuse et n'a aucune idée de ce qu'il dit. Il a déjà vaincu et pris 9 vies en duel, et une de plus le libérera du labyrinthe. Après cela, son péché avec le gang Wrathful Greed allait être absous. En entendant ce nom, Q se souvient de la bande de bandits qu'ils ont vaincus dans le monde des humains. Cela dit, le simple fait d'être mis dans le même panier était suffisant pour offenser Ludo, qui est un seigneur de leur groupe. Le gang opère à la fois dans le monde humain et spirituel, c'est aussi pourquoi ils en savent autant à son sujet. Comme il avait déjà gaspillé trop de mots, il était temps pour eux de disparaître. Il avance sa main et les monstres comprennent qu'ils sont censés charger et se battre. Pour aggraver les choses, il améliore leur force avec du mana. Pu n'a pas d'autre choix que de bloquer le mouvement de l'esprit cyclope avec ses bras nus, et il se brise presque d'un seul coup de la puissante attaque. Cependant, elle refuse de descendre si facilement et se déplace immédiatement pour contrer. La file dragon recouvre ses membres d'énergie spirituelle et attaque un autre ennemi, réussissant à l'abattre. Avec cela, elle confirme au moins que l'utilisateur spirituel ne peut en améliorer que 2 à la fois. Si elle cible correctement ses attaques devraient passer. Le centaure la regarda commencer à éliminer les autres esprits un par un. Même si elle était contente d'elle-même, ce n'était qu'un effort inutile. C'était une bataille difficile que d'affronter 4 ennemis à la fois, mais il était impossible pour Q d'accepter la défaite sans essayer de rendre son dernier souffle. Cela dit, elle n'avait aucune chance. Le lézard parvient à se rapprocher alors qu'elle est préoccupée, alors elle croise les bras et déclenche une énorme et aveuglante explosion de lumière. Alors que l'ennemi était encore en train d'être expulsé, elle reprend pied et se lance vers la cible.
Avec sa poignée de coups serrés, l'esprit s'écrase sur le sol dur. Cependant, le centaure pointait déjà une flèche directement sur elle. Le coup de foudre est lancé sur la cible et transperce son corps. Le coup la fait crier, angoissée par les millions de volts, la choquant dans tous les nerfs. Finalement, elle tombe. Ludo dit à ses subordonnés de l'abattre pour de bon et d'y mettre fin. Elle tremble encore, essayant de se défendre, tandis que le Cyclope lève sa massue pour la briser en morceaux. À ce moment-là, une massue plus petite arrêta son arme en plein mouvement. Juris arriva juste à temps pour sauver Q et renvoya le bras de l'énorme esprit. Les principaux ennemis sont surpris par cette apparition inattendue et l'esprit du dragon ne peut s'empêcher de partager les mêmes sentiments. Elle entend une voix familière l'appeler pour avoir été si battu et lui dire qu'il est heureux d'être arrivé à temps pour l'aider. Ses yeux et sa bouche s'ouvrirent sous le choc, voyant deux amis aux cheveux roux se tenant entre elle et ses ennemis. Comme cela fait un jour qu'elle a disparu, il lui demande comment elle va, le sourire aux lèvres. C'était une réalité difficile à croire, et elle a même dû la remettre en question au début. Son maître avait finalement été libéré de l'esclavage et venait tout juste de retrouver sa liberté après des années, alors pourquoi aurait-il fait quelque chose d'aussi risqué ? Levant les yeux, Alva partage que la nourriture était bonne. Son premier repas qu'il a partagé avec elle a été inoubliable, et cette sensation lui manque. Il est donc venu inviter son ami à déjeuner à nouveau. C'est tout ce qu'il y a à dire, et il pense que c'est une raison plus que suffisante. Comme une lumière qui brille dans le noir, ses paroles et sa présence font briller ses yeux de larmes. Ludo n'a pas de temps pour leur retrouvailles sentimentales et insensées, et utilise l'amélioration du mana. En fin de compte, aucun humain n'aura jamais le pouvoir de tenir tête à un esprit. Inquiète, Q l'appela et demanda à son maître d'utiliser également l'amélioration du mana sur elle. Il s'excuse sans même se retourner et partage qu'il n'a jamais appris à utiliser la technique. La confession la laisse incrédule, mais Juris s'assure à la petite que tout ira bien. Il ne lui reste plus qu'à surveiller attentivement. L'esprit de cristal se balança et envoya une énorme explosion de mana. De son côté, Alva serra fermement sa lame et commença à crier, libérant toute sa puissance dans son corps. D'un seul coup de l'arme humaine, le mana et le corps de l'esprit sont coupés en deux. Ludo et Q sont perplexes et ne comprennent pas ce que voient leurs yeux. Avec la disparition du collier d'esclave, les chaînes qui maudissaient Alva avaient également disparu. Il souffrait de fragilité, d'une force faible, d'une vitesse ralentie, d'une vision floue et d'un nombre incalculable d'autres problèmes de statut. Avec tout cela disparu, il est le plus libre et le plus fort qu'il ait jamais été. Maintenant, il leur demande de lui répéter que les humains n'ont pas la possibilité de vaincre les esprits. Après tout, c'est quelque chose qu'il aimerait tester par lui-même. À ce moment-là, Juris a vu quelque chose d'incroyable. Alva a crié au 6e niveau, essayant de l'avertir d'un ennemi attaquant par derrière. Il était trop tard et elle n'allait pas pouvoir réagir à temps, alors l'homme se déplaça rapidement et se plaça entre eux. Elle cria d'inquiétude, s'attendant à ce qu'il subisse une blessure mortelle. Un liquide rouge a éclaboussé, mais il ne provenait pas d'un humain. L'esprit taupe avait été coupé en deux, divisé en deux par la lame de l'ancien esclave. C'est une loi naturelle que les esprits soient la race la plus forte du monde, ce qui signifie que les humains ne pourront jamais les vaincre. Mais Alva était là, brisant cette loi par son seul pouvoir. Désormais, le Cyclope rugit en voyant son allié vaincu. Pendant ce temps, Q et Juris regardaient un humain bondir pour renverser seul ses croyances. Ses yeux étaient d'un froid glacial alors qu'il tenait son arme. C'était impossible, et Luda ne comprenait pas comment il se retrouvait face à face avec un esprit. Mais ce n'est pas parce que c'était impossible qu'ils peuvent ignorer la situation. En tant que tel, il demande au centaure, qui était également abasourdi, d'utiliser sa baliste de tonnerre chargeante. L'esprit serra les dents, se demandant pourquoi il utiliserait son attaque la plus puissante contre un simple humain. S'il devait abattre l'ennemi, il le ferait sans aucune pitié. Alva risque une ingérence importune et leur propose un conseil. Le Cyclope a de bons yeux et peut bien détecter ses mouvements, ce doit donc être sa technique principale. Cependant, c'est de la grande massue que vient toute sa puissance meurtrière, mais cela rend ses attaques grossières et lentes. Tenant une lame, il déclenche une rafale de coupures qui coupe proprement l'ennemi en énormes morceaux en un instant. En fin de compte, le meilleur choix en matière d'armes est celui qui peut être facilement manipulé. Un cri puissant retentit dans tout le Colisée, tandis que le centaure rassemblait son énergie dans son arc. L'énergie s'est solidifiée et matérialisée en un énorme missile balistique dirigé directement vers l'homme. Voyant le pouvoir concentré, les sœurs haletèrent d'inquiétude pour leur ami. Cependant, le centaure ne visait pas seulement les humains, mais avait l'intention de tous les tuer. Alva était complètement composée, répétant que les grandes tailles ne sont pas toujours synonymes de force.
Las de son arrogance, l'ennemi lui a tiré dessus. Sans avoir besoin qu'on le leur dise, Q et Juris envoient tous deux leur énergie vers leur ami et enveloppent son épée d'énergie spirituelle jaune et rouge. Cela aide beaucoup et le revêtement permet à la lame d'Alva de parer l'attaque la plus puissante de l'ennemi. Une énorme explosion provient de l'impact. Malgré cela, même Ludo ne sait pas s'ils l'ont éliminé. La réponse vient rapidement lorsqu'ils voient le dieu de la peste se précipiter vers eux. Pas encore terminé mais visiblement tendu, le centaure enchaîne avec ses flèches éclairs. Cependant, il voit Q s'approcher soudainement de côté, prêt à frapper. Elle était visiblement encore affaiblie, mais il était tellement concentré sur l'humaine qu'il ne la remarqua plus bouger. L'esprit du dragon a déjà vu sa technique de tir à l'arc, et ce qui la rend terrifiante, c'est la vitesse de déplacement de la flèche. C'est aussi son défaut, puisqu'elle n'a qu'à surveiller les mains de l'ennemi et à chronométrer son esquive au moment où il décoche le tir. Elle le fait avec succès et sourit. Pendant ce temps, Juris met le centaure à genoux dans sa mâchoire, un rappel douloureux qu'il ne doit pas oublier qu'elle est là aussi. Il est abasourdi par l'attaque, ne s'attendant pas à ce qu'un autre esprit attaque de l'autre côté. Malheureusement, il restait encore son ennemi le plus dangereux, Alva, qui était enfin en mesure de frapper. L'esprit hurla, impuissant, tandis que Q et son maître déclenchaient leur assaut contre lui. Avec cela, tous les esprits sont pris en charge après un certain temps. Mais qu'allait-il faire de l'utilisateur spirituel qu'ils avaient attaché? Haletant d'épuisement, le dragon lui demande de briser le pendentif sur sa poitrine. C'est le joyau du contrat qui rompt le lien entre l'esprit et le maître une fois brisé. C'est similaire à celui qui est apparu sur la poitrine d'Alva lorsque Q est devenu humain. Les pendentifs de Ludo étaient déjà endommagés, il ne restait plus qu'à les détruire complètement. Avec ses instructions, le dieu de la peste lève sa lame et détruit les pierres précieuses, faisant crier de défaite l'utilisateur spirituel. Pendant ce temps, Nawa a crié à Shira, s'excusant de ne pas avoir réussi à créer un labyrinthe qui a achevé les contrevenants. L'administrateur affirme que son rôle est de créer un lieu d'expiation et non de vaincre les contrevenants. L'administrateur affirme que son rôle est de créer un lieu d'expiation et non de vaincre les contrevenants. En fait, le plus gros problème est qu'elle ne comprend pas cela. Surtout, la patronne effrayante dit qu'elle ne fait pas quelque chose d'important. Les réprimandes font pâlir la jeune fille d'inquiétude et elle demande ce que c'est exactement. Heureusement, Shira parlait justement de sa cravate tordue, qu'elle répare elle-même. Passant à autre chose, il parle de l'humain qui vainquait les esprits et qui n'avait jamais vu de pied auparavant. Au lieu d'être au-delà des attentes, on peut même parler de situation anormale. Pour une raison quelconque, l'administratrice semble en être heureuse malgré son travail. Elle rit d'amusement alors qu'elle sent le bon sens craquer. Ils ont attendu des centaines d'années à tel point qu'ils en ont eu le vertige. Avec l'apparition du petit trio, il y a peut-être enfin une chance de tuer l'opposition. Avec cela, Shira invite Nawa à la rejoindre et à se délecter du son d'une époque qui commence à bouger. À la fin du procès final au Colisée, une voix félicite le groupe pour avoir conquis le chemin de l'expiation. Son but n'était pas de dire quelque chose de sarcastique, mais de leur présenter son subordonné. Nawa les salue, toujours timide et mal à l'aise alors qu'ils battent le donjon qu'elle a conçu. Il semble qu'ils vont avoir une longue relation l'un avec l'autre, il vaut donc mieux s'entendre. Alva ne veut pas d'une telle connexion, mais Shira essaie de les convaincre avec des cadeaux. D'un claquement de doigts de l'administrateur, des lumières dorées entourèrent les deux sœurs et elles sentirent une énergie renouvelée se répandre dans tout leur corps. En essayant des choses, Q utilise une technique de dragon qui recouvre son corps d'écailles dures. Les compétences spirituelles qu'ils ont perdues après avoir utilisé des techniques interdites sont partiellement revenues. Comme un tel pouvoir est synonyme d'esprit, cela augmentera considérablement leur capacité de combat. Si elle avait eu les écailles de dragon sur ses bras plus tôt, la bataille se serait peut-être terminée par de simples égratignures. En rassemblant les choses, Alva demande si cela signifie que Shira détient le pouvoir que les deux ont perdu. Elle le réfute et explique qu'ils les ont perdus après avoir été affaiblis par l'usage de l'interdit. Nawa crie offensant car il laisse entendre grossièrement que son patron a volé leur technique. La calmant et passant à autre chose, Shira les félicite à nouveau, mais dit que ce n'est que la première étape de leur voyage. Les profondeurs du labyrinthe sont encore loin et ils s'attendent à ce que les trois aient suffisamment de détermination pour se frayer un chemin. Le véritable commencement commence là, alors ils leur souhaitent bonne chance et bon voyage. Les deux groupes se séparent et les challengés franchissent les portes de la suite de leur aventure. À leur grande surprise, ils se promènent dans les rues de cette ville calme et belle. C'est ce qui devrait naturellement se produire, mais Alva affirme qu'après avoir vaincu un boss de donjon, il faudrait normalement retourner à l'entrée.
Pu explique qu'ils sont toujours à l'intérieur du labyrinthe, mais juste dans l'une de ces zones de sécurité. C'est l'Air Zéro, la cité des esprits. Pour l'instant, Juris souhaite aller dans un endroit où ils peuvent s'asseoir et parler sans problème. Ils repèrent un immense bâtiment à proximité et décident d'entrer pour le moment. Alva a crié de surprise en entrant dans la bibliothèque et n'arrivait pas à croire la quantité infinie de littérature coûteuse à l'intérieur. À ce moment-là, un livre avec des lèvres leur a demandé comment elle pouvait les aider. C'est un esprit de livre, et Juris demande à emprunter un stand privé pour discuter. Derrière les parois de verre, l'ancien esclave avoue qu'il ne comprend pas du tout ces choses. Selon son bon sens, les livres devraient être rares en nombre et ne devraient pas pouvoir parler. Cela serait normalement vrai dans le monde humain, mais dans le monde spirituel, les villes se développent grâce à l'utilisation du pouvoir spirituel. Le papier peut être cultivé si des esprits végétaux sont présents, et les manuscrits peuvent également être copiés avec des esprits. C'est aussi la raison pour laquelle la culture se développe plus rapidement dans ce monde. Ils demandent ensuite comment ils se trouvent dans la couche 0 alors qu'ils ont déjà conquis la 10e couche. Cela dit, c'est là que les gens commencent normalement, et Q aimerait se battre ensemble dès le début. Pour lui faire plaisir, il se présente à nouveau en plaisantant, mais cela suscite la colère de Juris. Elle a pensé à quel point il était impoli qu'il continue de l'appeler avec un nom étrange qu'il a inventé. Il envisage d'utiliser son vrai nom car il a inventé son nom actuel alors qu'elle était un lézard. Cependant, Q dit qu'elle est attachée aux deux, mais qu'elle s'est donné celle d'origine. Désormais, elle veut chérir le nom que lui a donné son maître et ne veut plus y retourner. Les deux échangent des sourires éclatants et agréables alors qu'ils se mettent d'accord sur comment l'appeler. Pendant ce temps, Juris a vu l'identité de sa précieuse petite sœur changer. Elle serra les dents et le maudit avec une rage silencieuse. Il était temps que le soleil se couche, alors Q dit que c'était le moment idéal. Alva était à nouveau confus quant à ce dont ils parlaient tous, et il regarda bientôt avec émerveillement et étonnement les veilleuses et les innombrables étoiles brillantes illuminant la ville. C'était fascinant et bien meilleur que le monde humain. Malgré cela, Juris se concentrait sur l'arrivée à l'auberge et l'isolement de l'homme qui séduisait sa sœur. Q se porte volontaire pour prendre en charge les dépenses, ayant encore de l'argent pour vaincre les bandits. Avec le pouvoir du trésor, il se dirige vers un bel hébergement pour la nuit. Très vite, Alva profitait d'une douche chaude, sans même savoir comment fonctionnait la salle de bain privée. Il se noyait dans le pouvoir de l'argent, ce qu'il n'avait jamais connu auparavant. Un spectacle déroutant l'accueille lorsqu'il sort, alors qu'il voit les deux filles dans sa chambre, alors qu'il en a réservé une autre. Kuvu ne le lui a pas encore dit, mais il y a quelque chose d'important dont ils doivent parler. Il y a un détail fondamental à propos de leur rencontre qu'il doit connaître. Pourquoi ont-ils fini par utiliser des techniques interdites? Qu'ont-ils fait et dans quelle situation étaient-ils conduits? Enfin, elle veut qu'ils connaissent l'ennemi auquel ils finiront par faire face avant qu'ils prennent une décision. Le plus grand ennemi du monde des esprits est un grand monstre appelé l'opposition. Il y a plusieurs mois, un certain village caché a été détruit par des attaques continues. Des orbes d'énergie noire ont attaqué les maisons, les détruisant ainsi que leurs propriétaires. Certains se sont dépêchés de soigner les blessés et de sauver ceux coincés dans les bâtiments effondrés. D'un autre côté, Alot se recroquevillait également de peur, tremblant et ne sachant pas du tout ce qui se passait. Un aîné a levé les yeux, disant que tout le monde connaît la vérité, mais que leur esprit refuse tout simplement de comprendre la réalité. En termes simples, le légendaire esprit maléfique, l'opposition s'est réveillée pour faire des ravages. Rassemblant l'énergie spirituelle dans ses mâchoires, la baleine aime se faire tirer dessus et vaporiser des parties de la ville. Les civils regardaient avec horreur, réalisant qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Le village était terminé et il ne restait plus qu'une tentative désespérée de s'échapper. Cependant, une personne n'a pas perdu espoir. Q se tenait entre eux et l'opposition. Juris, également blessé, tenta de l'arrêter, mais il était trop tard car l'ennemi lui avait déjà tiré un autre rayon. Libérant tout son pouvoir, elle utilisa la technique interdite. L'explication se termine et la pièce reste silencieuse tandis qu'Alva traite l'histoire qu'il vient d'entendre. Q réorganise l'histoire depuis le début. L'opposition sème la destruction dans le monde des esprits depuis des siècles et est qualifié de dieu destiné à détruire les esprits et l'humanité. Il vient tout juste de se réveiller de son long saut et même des dizaines de milliers d'esprits ordinaires n'auraient aucune chance contre lui. Être attaqué par un tel monstre est définitivement le pire. Ils avaient des contre-mesures, heureuses ou malheureuses. Si jamais le désastre survenait, c'était le village caché d'Ilra chargé de refermer l'opposition. Alva demande si c'est la technique interdite qui a été utilisée. C'est un peu différent, car tout sceller toute seule serait un exploit trop important. Des esprits dotés de qualités spéciales emprisonnent le dieu maléfique et sont appelés
jeune fille du sanctuaire du scellement. Le village a rassemblé ceux qui avaient du talent et a nourri leur pouvoir pour l'avenir. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Juris est en fait candidate pour devenir une jeune fille du sanctuaire. Elle l'attrape par le col, insultée par le scepticisme et le doute de sa réaction. Cela dit, pourquoi le village le plus préparé à vaincre le monstre a-t-il quand même fini par perdre? C'est un point sensible, mais en termes simples, tous ces préparatifs ont été inadéquats. A l'inverse, l'opposition a été plus forte que prévu, car personne vivant ne connaissait son véritable pouvoir. C'était dans une dimension différente, grâce à la force de toutes les jeunes filles du sanctuaire réunies, tandis que le déchaînement unilatéral se poursuivait. Ce qui a sauvé le village de la crise, c'est la technique interdite de coup. L'atmosphère est à nouveau froide et raide. Pour être plus précis, elle a téléporté l'opposition dans les profondeurs du labyrinthe spirituel. Ce n'était qu'une mesure provisoire, mais Juris est toujours aussi fier d'elle pour avoir réussi cet exploit. De même, Alva réalise enfin à quel point elle est incroyable pour faire quelque chose que des dizaines de milliers de personnes ne peuvent pas faire. La jeune fille rougit, gênée par tous ces éloges. L'esprit plus âgé se rend compte qu'elle l'a également trop félicitée et qu'en exerçant un pouvoir au-dessus de ses moyens, elle a été punie pour avoir utilisé des techniques interdites. L'humain se demande quelles sont les punitions, se rappelant que le donjon en est un exemple. Il y a 3 choses principales à retenir à ce sujet. Tout d'abord, elle a progressivement perdu son pouvoir et s'est affaiblie au point de se transformer en lézard. Deuxièmement, elle a été envoyée au hasard dans le monde des humains pour y souffrir. Enfin, après qu'elle soit censée être exécutée par l'organisation au cours du chemin d'expiation actuel, elle n'a survécu que si longtemps parce qu'elle a retrouvé un certain pouvoir après avoir conclu un contrat avec lui. De plus, la technique interdite de Jura consistait à se téléporter et à suivre les indications du monde humain. Comme son péché était un peu plus léger, sa perte de pouvoir était proportionnellement moindre. Aucun d'eux n'a complètement récupéré son pouvoir spirituel, mais avec cela, la purification est complète. Maintenant, ils doivent passer à l'objectif suivant, qui est d'atteindre la 18e couche du labyrinthe spirituel. Ils retourneront dans les ruines du village caché d'Ilra. Il faut d'abord confirmer l'état du village et la sécurité de tous. Après cela, c'est la libération de pouvoir de la jeune fille du sanctuaire de scellement. C'est la première fois qu'Alva entend parler de libération de puissance. Les jeunes candidates aux jeunes filles du sanctuaire étaient encore en formation et le retour au village peut compléter cela. Q joint ses mains et demande à son maître de les emmener tous les deux au village caché du 18e repère. La tâche ardue le fait avaler difficilement, mais il comprend et accepte la demande de les emmener dans leur pays natal. L'esprit du dragon le célèbre et le remercie, mais Juris intervient, disant qu'il ne devrait pas se précipiter pour tirer des conclusions si facilement. Elle est reconnaissante pour sa réponse et son aide plus tôt, mais il devrait y réfléchir un peu plus. Alva se demande pourquoi elle est si prudente à ce sujet. S'il s'implique auprès d'eux et de l'opposition, sa vie sera déformée et il empruntera un chemin douloureux. Les implications ont également touché Q et Juris confirme s'il est vraiment acceptable de se laisser entraîner si facilement dans une telle situation. Le silence s'empare de tout le monde, mais l'esprit du dragon brise la tension en suggérant d'obtenir en premier le trésor qu'il désire. Comme le disait Shera, le labyrinthe est le lieu où tous les souhaits peuvent se réaliser. Les artefacts spirituels peuvent provoquer divers miracles et constituent l'objectif de la plupart des explorateurs du labyrinthe spirituel. Cela dit, il demande quels sont son désir et son souhait du labyrinthe. Il est surpris par la question inattendue et y réfléchit avant de répondre. Le lendemain, il s'est assis seul sur un banc en ville, pensant toujours à un vœu qu'il avait soudainement besoin de réaliser. Ayant passé la majeure partie de sa vie comme esclave, il n'avait ni liberté ni droit en tant qu'humain. Un jour, Q l'a sauvé et l'a libéré de cette vie. Maintenant, il soupire de contentement. Il ne veut rien au-delà de la liberté et ses souhaits sont bien au-dessus de lui. Hier soir, on lui a offert des richesses qu'un humain ordinaire ne toucherait jamais, mais il n'était pas intéressé. En se promenant dans la ville, il monte un escalier et atteint le sommet où il a une vue magnifique sur toute la zone. Il n'a jamais vu d'aussi beaux paysages. L'envie de voyager surgit, mais il se mentirait s'il disait cela. Il n'a aucun lien avec l'opposition et ne peut pas continuer à suivre Q et les autres. Il n'avait rien et même un rêve était introuvable. C'était, à ce moment-là, son apogée. À ce moment-là, une voix forte a crié que quelqu'un c'était un paresseux. Il se retourne confus et entend quelqu'un demander si le restaurant le méprise. Les autres clients étaient visiblement gênés car ils se plaignaient d'avoir dû attendre 2 minutes. Un homme pompeux nommé Belford a crié après la serveuse, posant même ses pieds sur la table. Elle s'excuse et demande plus de temps pour cuisiner, mais est réprimandée pour sa lenteur. Le groupe auquel il appartient est plein de mauvaises rumeurs, mais aussi tristement célèbre pour être fort et maléfique.
D'autres refusent de s'impliquer et se contentent de plaindre la pauvre fille qui a été obligée de s'incliner. Sentant leur regard, Belford crie après les autres, défiant quiconque de se plaindre. Il prend ensuite leur nourriture et la jette, disant que c'est effronté de leur part de manger avant lui. La jeune fille courageuse et stupide essaie de l'arrêter, disant qu'il ne peut pas déranger les autres clients. Arguant que c'est de sa faute de l'avoir fait attendre, il lève le poing pour la frapper, mais elle tient bon malgré la fermeture des yeux de peur. À ce moment-là, il s'arrête en voyant Alva ramasser la nourriture par terre, se demandant pourquoi il gaspille. C'était incroyable pour lui, mais Belford était tout simplement incrédule que quiconque ose le défier. Affirmant avoir conquis 30 étages du labyrinthe, il se considère différent des gens ordinaires. Cependant, un utilisateur spirituel sans aucun esprit autour de lui n'était rien de plus qu'un humain normal. Cela pousse la patience de l'homme à ses limites. Enragé, il dégaine son épée. La serveuse leur dit de faire attention. Belford se balance, affirmant que l'écart entre le nombre de batailles qu'ils ont vécues est énorme. Avec seulement 2 doigts, Alva dévie la lame et l'homme se retrouve complètement à côté de la cible. N'ayant aucune idée de ce qui s'est passé, il se retrouve complètement perplexe. L'ancien esclave est d'accord sur l'écart entre les batailles qu'ils ont menées et force sa bouche à ouvrir. Pour lui donner une leçon sur le gaspillage de nourriture, il prend le sandwich sur lequel on a marché et le met dans la bouche de Belford. La force le jette à travers la pièce et il s'écrase sur les tables. Les autres clients regardaient avec inquiétude, tandis que le chef du gang était embarrassé et assommé. Pendant ce temps, la serveuse le remercie pour son aide, incapable de cacher son étonnement face à ce qu'il a fait. Il y a des gens qui détournent les épées avec des épées, mais il l'a fait avec seulement quelques doigts. En lui demandant s'il est un aventurier, elle partage qu'elle va entrer dans le labyrinthe pour la première fois. Il est pris au dépourvu par la proximité avec laquelle elle se rapproche soudainement, alors elle se présente finalement sous le nom de Tiny et lui souhaite la bienvenue au Bon Café. Elle promet de lui offrir une tasse de café s'il lui raconte ses aventures. À l'extérieur du café, Tiny est choquée qu'elle et Alva aient toutes les deux 15 ans. Alva reconnaît qu'il a l'air vieux pour son âge. Tiny n'arrive pas à croire que c'est la première fois qu'il défie le labyrinthe spirituel, et pourtant il bougeait comme un vétéran. Elle doute également qu'il soit humain, puisqu'aucun humain n'a jamais rendu un tel exploit possible. Pendant ce temps, Alva est occupée à regarder le menu, mais comme il ne sait pas lire, elle lui recommande de commander un grand café au lait aux pépites de mocha foncé. Après avoir commandé pour lui, elle retourne aux affaires et suggère qu'ils devraient ne faire équipe, puisqu'ils sont tous deux des utilisateurs d'esprit débutants. Cependant, il refuse sa proposition, lui disant qu'il doit d'abord faire quelque chose avant de retourner dans le labyrinthe spirituel. Dans un flashback, Q interroge Alva sur ses désirs depuis le labyrinthe spirituel. Dans le présent, il dit à Tiny qu'il n'a aucun souhait ni désir. Tiny comprend que tous les challengers n'ont pas de désir, mais avoir de la motivation est très important pour défier le labyrinthe. Entrer à l'intérieur, c'est la mort elle-même, puisque les esprits sont des super existences dotées d'une forte intention de tuer, qui peuvent consumer une personne. Cette intention maléfique peut être un poison mortel pour de petites existences comme les humains. Si le cœur d'une personne est infecté, elle ne peut pas avancer, et seule la mort attend ceux qui sont trop faibles pour survivre. C'est pourquoi il est important d'avoir des envies et des convictions pour entrer dans le labyrinthe. Cela nous aidera à continuer et à nous battre jusqu'au bout. Tiny admet timidement qu'elle vient d'entendre cela des autres, mais Alva reconnaît que cela l'a aidé à comprendre ce que signifie défier le labyrinthe. À ce moment-là, sa boisson au mocha noir arrive et Alva semble étonnée par la mystérieuse boisson devant lui. Il lève ensuite les yeux vers le serveur du café et est choqué de voir un esprit en uniforme de femme de chambre. Il demande alors s'il est un homme dépravé légendaire. L'esprit ne semble pas perturbé par sa déclaration et s'incline même pour l'accueillir dans leur café. Tiny le corrige en disant qu'il dérange leur invité. Le serveur s'excuse alors et se présente comme Turtle, l'esprit contracté de Tiny. Il dit sans détour à Alva qu'il l'a entendu s'inquiéter de son désir pour le labyrinthe spirituel. Comme il a envie de se mêler des aventuriers débutants, il essaye de donner des conseils à Alva, qui essaye de les dévier puisque c'est également la première fois qu'il défie le labyrinthe. Mais incapable de résister, Alva lui demande quelles sont ses envies, devinant qu'il souhaite parfaire son travestissement. Turtle rit et répond qu'il veut être un héros qui aide les faibles. Il se souvient que lorsqu'il était petit, les livres d'images de héros l'ont conduit à son plus grand rêve. Voulant devenir un héros, il a confectionné ses propres costumes et finalement le cosplay est devenu son passe-temps. Il veut plonger dans le labyrinthe spirituel, devenir plus fort comme le héros du livre d'images et accomplir sa propre justice. Alva est stupéfaite de voir la conviction de l'esprit.
Même s'il n'a pas l'air sérieux dans son costume, il a des désirs et des aspirations légitimes pour défier le labyrinthe, et Alva pense que l'esprit est plus admirable que lui. Tortle lui dit que les convictions ne sont pas quelque chose que l'on peut facilement avoir. Alva expire de frustration et partage qu'il a récemment été libéré de l'esclavage et qu'il envisage d'aider son esprit sous contrat, Q, pour le libérer. Il se rend compte qu'il est vide intérieurement et qu'il n'a ni désir ni conviction. Peu importe sa liberté, il est probablement toujours un esclave par nature. C'est pourquoi il n'a aucun désir en lui. La révélation choque les deux et les fait garder le silence pendant un moment. Tortle lui dit alors qu'il pense qu'Alva n'a probablement pas encore réalisé son désir, mais vouloir aider son esprit peut être considéré comme son propre désir. Alva refuse de l'admettre, mais Tiny souligne qu'il a définitivement sa propre volonté et sa capacité de choisir, comme il a choisi de l'aider plus tôt dans le café. De cette façon, il n'est plus un esclave, mais une personne normale avec sa propre volonté et ses propres convictions. Alva est surpris de s'en rendre compte puisqu'il n'a jamais rien choisi auparavant. Son esprit s'égare également lorsqu'il dit à Juris que peu importe où leur chemin les mène, il est heureux puisqu'il peut désormais choisir sa propre santé. À ce moment-là, Q et Juris apparaissent après l'avoir cherché si longtemps, après avoir détecté des fluctuations magiques dans la ville. Tortle intervient et salue les deux esprits. Plus tard, Tiny mentionne comment Alva l'a sauvé d'un client gênant et, en signe de gratitude, elle les laisse commander tout ce qu'ils veulent. Juris commande immédiatement un gâteau au chocolat, tandis que Q, étant un dragon, commande de la viande avec des os. Cependant, Tiny lui dit que le café ne propose pas ce genre de nourriture, alors elle recommande plutôt un sandwich au poulet. Après avoir commandé de la nourriture, Juris et Q se présentent correctement. Tiny leur dit alors que son esprit contracté s'appelle Tortle. Les deux filles ne comprennent pas pourquoi l'esprit porte une tenue de femme de chambre et Tiny explique que l'homme a un passe-temps de cosplay et s'y adonne tout en travaillant au café. Pendant que les filles sont occupées à parler, Alva réfléchit profondément et se rend compte qu'il a maintenant des amis, qu'il a découvert ce que signifie la connexion et qu'il a trouvé une place à laquelle il appartient. Il a choisi ces personnes et fera tout pour protéger les personnes qu'il chérit. Q remarque qu'il est resté silencieux et demande ce qui ne va pas. Alva la regarde avec sa nouvelle prise de conscience et reconnaît silencieusement que sa raison de se battre est de la protéger ainsi que les personnes qui comptent pour lui. Tiny demande à nouveau si elle et Alva peuvent conquérir le labyrinthe spirituel ensemble. Juris est d'accord mais laisse la décision finale à Alva. Tiny est un peu hésitant car Alva est toujours à la recherche de ses propres objectifs. Mais à leur grande surprise, l'homme accepte de défier le labyrinthe, affirmant qu'il a désormais trouvé une raison de se battre. Ce n'est peut-être pas génial, mais il comprend maintenant ce que ça fait d'avoir quelque chose qui vous pousse à continuer. Le trio est choqué par sa soudaine conviction, mais Q lui sourit, soutenant son maître. Quelques jours plus tard, le groupe arrive enfin à l'entrée du labyrinthe des esprits. Alva est étonné par l'aspect bizarre du bâtiment et peut déjà ressentir la pression rien qu'en le regardant. Tiny leur dit que la Spirit Labyrinth Tower est le symbole de la fierté de Spirit City. En regardant Tortle, Alva remarque qu'il ne porte pas sa tenue de femme de chambre habituelle. L'esprit reconnaît qu'il ne devrait pas introduire ses passe-temps dans le labyrinthe et qu'il doit se battre avec sa propre force. Avec cela, le groupe entre dans le Spirit Labyrinthe et inscrit son équipe à la guilde d'aventure du labyrinthe spirituel. Une fois inscrit, le réceptionniste leur demande d'utiliser la chambre de téléportation pour atteindre l'entrée du labyrinthe. Alva est étonné lorsqu'il voit la chambre de téléportation. Tiny lui dit que s'il se tient sur la plateforme, il sera téléporté vers le labyrinthe spirituel. Cela lui rappelle comment Shura a utilisé la même méthode la première fois qu'il est entré dans un donjon. Cependant, celui-ci semble plus solennel et dégage une atmosphère différente de celle des donjons habituels qu'il a conquis auparavant. Tiny ajoute qu'il s'agit du donjon le plus difficile au monde, mais que le labyrinthe peut accorder des miracles et exaucer n'importe quel souhait. En retour, de dures épreuves les attendent, quels que soient les défis qui se présentent à eux. Tiny est convaincu qu'ils peuvent les conquérir ensemble. Sur ce, l'équipe entre dans le labyrinthe plein d'espoir. En entrant, ils sont surpris par la sérénité et le calme de l'endroit. Q informe son maître que le labyrinthe contient des espaces indépendants pour chaque couche. Le voyant confus, elle explique que le labyrinthe comporte des montagnes, des mers, des déserts et des champs de neige, ce qui le rend très différent des donjons typiques. Q l'avertit de ne pas baisser sa garde car tout peut arriver. À ce moment-là, ils entendent un cri au loin, quelqu'un implore de l'aide. Un homme fuit un essaim de rats de feu, tandis que son esprit contracté est attaqué. L'équipe observe la scène chaotique et en déduit que l'aventurier et son esprit ont dû provoquer le nid.
L'aventurier impuissant tente d'utiliser l'amélioration du pouvoir magique, mais cela s'avère inutile. Q convient qu'il est impossible qu'un utilisateur spirituel débutant ordinaire puisse gérer autant de rats de feu. Puisqu'il risque d'être pris dans le combat s'il reste inactif, Tiny décide d'agir au nom de l'équipe pour montrer à Alva ses capacités. Elle lance un sort et utilise sa technique spirituelle, l'invocation conditionnelle. Elle invoque un slime géant, étourdissant les sœurs puisque les techniques d'invocation ne sont généralement pas exécutées par les recrues. Alva se demande si sa technique est vraiment si impressionnante et Juris lui conseille d'observer le déroulement de la bataille. Tiny ordonne à sa bave de se disperser, tuant de nombreux rats de feu à la fois. Q explique qu'invoquer et contracter un slime de niveau suprême n'est pas une tâche facile. Cela nécessite au moins une capacité de classe de 30e niveau. Alva est surprise puisqu'ils n'en sont qu'au premier niveau, réalisant que Tiny a déjà dépassé le stade débutant en tant qu'utilisateur spirituel. La femme se concentre sur son combat en utilisant l'amélioration du pouvoir magique, ce qui impressionne encore plus Alva, d'autant plus qu'avec un seul esprit, elle écrase déjà une énorme armée de rats de feu. Pour conclure le combat, Turtle se joint à nous, brandissant sa lance maudite et délivrant une attaque rapide qui annihile encore plus de rats de feu. Il s'arrête pour féliciter son maître, disant à tout le monde qu'elle est spéciale parce qu'elle a reçu une formation stricte en tant qu'utilisatrice d'esprit depuis son enfance. Pour son dernier mouvement, Tiny utilise un autre sort et empale les rats de feu restants avec de l'acier magique, impressionnant encore plus les aventuriers qui la regardent se battre. Il s'avère qu'elle est une utilisatrice spirituelle d'élite formée par la ville spirituelle, une véritable recrue de classe mondiale.